Dans cette vidéo du chapitre 1 de mes notes de cours, je résous une première situation tirée de la section 1.3 de Séguin qui porte sur la vitesse instantanée. Il s'agit de la situation 1 qui s'intitule « Rendez-vous à Québec » et dont on peut prendre connaissance et dont je vous invite à prendre connaissance à la page 33 de Séguin. Suite à cette première lecture, je vais vous faire observer que c'est un problème qui est légèrement différent du problème typique qu'on va faire pendant toute l'année, c'est-à-dire un problème qui, en termes de résolution, fait appel à liste des données, schéma, formule de physique, application des chiffres dans la formule de physique. C'est un problème qui fait appel à un graphique. Donc, dans ce temps-là, des fois, je vais déroger légèrement de la méthode que je vous enseigne. Donc, deuxième lecture, il y a quand même l'identification des données. Première des choses, on me dit que Albert roule à vitesse constante. C'est une information, ce n'est pas une information numérique, mais je pourrais toujours me la noter dans ma liste de données. Et que Béatrice, elle, ne roule pas à vitesse constante. Ce que je pouvais observer sur le graphique de position. Ce n'est pas un schéma. Hein. Quand je vous dis je veux des résolutions de problèmes avec schéma, dans ce cas-ci, ce n'est pas le schéma ici. C'est un graphique de la position en fonction du temps. Évidemment, à l'examen, ce graphique-là vous serait fourni avec la courbe de Albert et la courbe de Béatrice, là, qui pour l'instant est cachée en arrière, mais elle apparaîtrait sur votre copie à vous. Ce graphique-là fait donc partie là, de la donnée du problème. On continue la lecture, on nous demande de trouver la vitesse instantanée de Albert. Donc, mon inconnu, c'est quelle est la vitesse instantanée de Albert et quelle est la vitesse instantanée de Béatrice à un moment précis lorsque le temps est égal à 13 heures. Première remarque, la vitesse que je vais trouver pour Albert, c'est la même vitesse à n'importe quelle heure parce qu'il roule à vitesse constante. Béatrice peut avoir des vitesses légèrement différentes. Je vous ai dit que c'était un problème qui dérogeait un petit peu de ma méthode standard. Ça, ce n'est pas le schéma. Si j'aurais voulu absolument faire un schéma de ça, bien, tout ce que j'ai des vitesses puis des temps. J'aurais quand même fait le dessin typique de la cinématique, un axe des X, puis peut-être Albert ici avec sa vitesse, son VA, et l'instant T, il est ici avec une certaine vitesse. Béatrice, elle peut être ailleurs, à l'instant T, avec sa vitesse que j'ai mis plus petite, parce que des fois elle est plus petite, des fois elle est plus grande que Albert. Albert a toujours la même vitesse, c'est la pente que là. La courbe à Béatrice, des fois je vois que la pente est inférieure à cette pente-là, qu'elle ralentit, puis après ça elle réaccélère. Elle dépasse rarement, c'est-à-dire que la pente est rarement plus aiguë que la pente de Albert. Donc, vous voyez, c'est en rouge différent. C'est pas un problème où j'aurais corrigé ça. Je ne m'intéresse pas à cette partie-là quand on a un problème avec méthode graphique, si on veut. Autre remarque, vous avez vu que dans mes données, j'ai parlé de la vitesse instantanée d'Albert et la vitesse instantanée de Béatrice. Sans signe, je n'ai pas mis VA selon X puis VB selon X. Je m'intéresse à quelle est la vitesse en valeur absolue. Mais c'est des vitesses qui vont être positives parce que n'importe où sur ces graphiques-là, je vois que la pente de ces courbes-là sera toujours positive et la pente d'un graphique de position en fonction du temps nous donne la vitesse. La suite ressemble un peu à ce qu'on faisait quand on fait la méthode rigoureuse. Mon point d'interrogation, je cherche des vitesses. Pour l'instant, je vais fouiller dans le chapitre 1 parce que je sais que je suis dans le chapitre 1 pour trouver des formules qui me permettraient de calculer des vitesses instantanées avec comme information que j'ai en main à cette graphique de position. Je suis maintenant dans le résumé pour le chapitre 1 à la deuxième page parce que c'est là qu'apparaît vitesse instantanée et c'est là à un moment donné que je vois un graphique de position en fonction du temps puis un outil pour calculer la vitesse à côté qui va utiliser la méthode graphique là, des calculs de pente. Remarque, cet outil-là me donne la vitesse avec un signe. Ce qui n'était pas demandé dans le problème, on me demandait la vitesse instantanée. Bien, quelque part, c'est là que j'utilise la propriété ici pour, quand on a un problème à une seule dimension, dire ben, le Vx que je vais obtenir, j'ai juste à prendre la valeur absolue, puis ça me donne la vitesse instantanée. Ça, c'est lié aussi à la propriété des vecteurs. Donc, si vous avez révisé les vecteurs avec moi, quand on a un vecteur à une dimension, ben, si je veux connaître le module du vecteur, ben, c'est égal à la valeur absolue de sa seule composante qu'il a. Avant de revenir au problème, je fais justement un petit détour dans le résumé là, pour les vecteurs, donc à l'annexe N. Si vous avez des choses à trouver par rapport aux vecteurs, donc comment calculer les composantes, comment calculer le module, mais surtout quand on a un module, un vecteur en une dimension, ben, je vous rappelle que justement, la même chose qu'on vient de voir dans l'autre résumé, ben, son module en valeur absolue, ben, j'ai juste à prendre sa composante selon x puis à calculer la valeur absolue.
C'est pour ça que dans le problème, étant donné que je cherche des modules, la première chose que je vais avoir indiqué, c'est que le module d'un vecteur 1D, la formule que vous venez de voir sur le résumé en vert, donc le module d'un vecteur, c'est la valeur absolue de sa composante selon x, quand on est en une dimension. Donc j'applique ça pour Albert, V de A, ça va être la valeur absolue de V de A selon x. C'est ma première équation, je n'ai aucun chiffre, là. Il n'y a rien à lequel je peux faire référence dans les données. Pour Béatrice, V de B, ça va être la valeur absolue de sa composante selon x. Je viens d'écrire deux équations, puis j'ai maintenant 4 inconnus. Cette étape-là aurait toujours pu être passée sans que je puisse dire que c'est mal comme tel. Maintenant, ça va me prendre, si j'ai des chiffres pour VAX puis VBX, j'aurai mes réponses. Et là, on a vu que pour VAX puis VBX, on a une méthode graphique dans le résumé tout à l'heure qui nous disait que quand je veux calculer la vitesse avec un signe, je peux passer par l'outil calculer la pente sur le graphique de position. Ça revient à faire position un point final moins position un point initial, ou plutôt x2 moins x1. Même chose, divisé par t2 moins t1. C'est la formule de pente adaptée à un graphique de position. On va donc utiliser cet outil-là pour Albert. Donc, ça va me donner la vitesse d'Albert selon x. Ça va me prendre la pente. Pour une première fois, je vais aller montrer quelque chose sur mon graphique. Je vais aller montrer justement que ça, c'était la courbe de position d'Albert. Donc, je veux calculer la pente de ce graphique-là. Donc, vous voyez mon MA qui apparaît ici. Vous voyez, je n'avais pas fait comme d'habitude de passer sur ces données-là, m'assurer qu'ils sont sur le dessin. Il n'y a pas grand-chose, entre autres les vitesses. C'est un graphique de position, c'est dur de montrer les vitesses. Vous pouvez toujours écrire ici VA à la place de MA parce que la pente donne justement VA. Il y a peut-être juste le T au moins que j'aurais pu montrer sur ce graphique-là, parce qu'il y a du temps sur ce graphique-là. Donc le T, c'est 13 heures. Donc ça m'aurait amené probablement à tracer un pointillé vers le haut et à mettre un point ici sur la courbe à Béatrice, puis un point sur la courbe à Albert pour montrer à quel endroit que je travaille. On va les voir décachés bientôt. Donc pour Albert, je veux calculer sa pente. C'est sûr que plus qu'on en prend large, moins qu'on fait d'erreurs d'arrondi, d'erreurs de précision si on veut. Fait que je vais prendre les deux extrémités, je vais faire la pente entre le point ici et le point ici à la fin. C'est pour ça que là, je vais avoir mis des pointillés pour dire ce point-là que j'ai à la fin tombe où en X, il tombe à 300, puis tombe où à Y, tombe à 14, qu'on a en bas ici. Fait que c'est pour ça que je vais avoir identifié le point que j'utilise pour faire mon calcul de pente, que c'est en X 14, puis en Y 300. Fait que ça, c'est mon deuxième point pour mon calcul de pente. Un peu la même chose pour le premier, mais quoique là, j'ai pas besoin de mettre de pointillés, il est déjà sur l'axe des X. Il vaut 12 sur l'axe des X, puis sur l'axe des Y, il vaut 100. Fait que j'ai mon point 12, 100 qui est ici. Et c'est mes deux points que je prends pour calculer la pente. Donc, la pente est égale à 300 moins 100, 300 moins 100, les deux valeurs en ordonnée, divisé par 14 moins 12, les deux valeurs en abscisse. C'est la façon typique de calculer une pente. C'est ma troisième équation que j'écris. Et si on prend les deux extrémités, qu'on oublie la variable intermédiaire, j'ai écrit une troisième équation, puis cette variable-là était déjà dans ma liste d'inconnus. Donc, 3 équations à 4 inconnus. Je vais avoir à faire la même chose pour Béatrice. Donc, maintenant, c'est VBX que je vais obtenir. Je vais aller illustrer ma pente pour montrer mon MB, le calcul de pente que je fais. Évidemment, c'est à 13 heures. Donc, il va falloir que je prenne la pente d'une tangente à la courbe, fait que normalement on verrait la courbe de Béatrice, puis là je prendrais ma règle, puis j'essaierais de m'approcher, de passer une ligne qui passe le plus de façon tangentielle à la courbe vis-à-vis le 13 heures. C'est un pointillé, évidemment, qui ne correspond pas du tout à ma courbe en noir que j'avais initialement. Et là, je vais devoir calculer la pente de ce pointillé-là. C'est ce que j'ai montré ici, mon MB. Je veux la pente du pointillé qu'elle a. Et je dois choisir les points que je veux. Je pourrais prendre les extrémités si ça arrive à des endroits justes, mais je peux prendre n'importe quel point qui m'apparaît arriver à des endroits justes également. Je pense que j'arrivais plus juste ici. Fait que je suis allé me choisir un point vis-à-vis le 13.5 qui est ici, parce que je semblais passer directement dans le coin du carré ici. À peu près ici aussi, ça n'aurait pas été mauvais de se partir d'ici, ça aurait été équivalent. Ce point-là, comme coordonnée, il y a la coordonnée 13.5 puis 200. Donc, en abscisse, il vaut 13.5, puis sur l'autre côté, il vaut 200.
Pour calculer une pente, ça me prend un deuxième point. Donc, le deuxième point, je suis allé le choisir le plus loin possible parce que je semblais arriver directement dans un coin de carreau. Ça donnait une valeur en X de 12,5 et j'arrivais vis-à-vis le 80 sur l'autre. Donc, ici, c'est un 12,5, 80. C'est 2 points d'une droite, donc je peux calculer la pente de la droite en pointillé qui est en arrière ici. Ça va être 200 moins 80 divisé par 13,5 moins 12,5. C'est ce qui est écrit ici, 200 moins 80, 13,5 moins 12,5. Oublions la variable intermédiaire. Ben, c'est ma quatrième équation et je n'ai pas de nouvelle inconnue. Je reste à 4 inconnus. Problème terminé d'un point de vue physique, à la condition évidemment que j'ai bien identifié tout ce que j'ai utilisé sur le graphique, qu'on voit que j'ai fait des calculs de pente, on voit les points que j'ai pris pour calculer les pentes, on voit les points à l'endroit où je calculais la vitesse. Donc présentement, avec ce qu'il y a de décaché, c'est le minimum pour avoir tous ces points si une question de ce type-là arrive à l'examen. Évidemment, si je veux des valeurs, ben, je vais utiliser une calculatrice. Ce que je vais faire à l'instant, en cliquant sur le lien qu'il y avait à l'écran, et on voit que j'avais un système de 4 équations. Remarque, vous voyez, il est programmé à l'envers. Quand j'enseigne aux étudiants comment résoudre avec la calculatrice, là, souvent la calculatrice est plus performante quand on saisit dans la résolution d'équations, la dernière équation, qu'on les saisit dans l'ordre inverse d'apparition qu'on avait sur notre feuille. Donc, on voyait, j'ai écrit la même chose, là, le VB est égal à la valeur absolue de VBX. Donc, les 4 équations en vert saisies ici, la calculatrice me retourne les réponses que je retranscris sur ma feuille ici. Évidemment, c'était des pentes positives, fait que c'est sûr que la valeur avec signe ou la valeur sans signe est pareille. Si j'aurais eu des pentes dans l'autre sens, ben là, j'aurais pu avoir une inversion entre ces deux valeurs-là, exemple. Évidemment, je pourrais faire les mathématiques de ça, c'est ce qui est montré après, dire... Je peux le faire avec des symboles. Fait que pour ça, ce qui était aussi sur le graphique, c'était justement mes différents symboles. Fait que ça, c'est le temps pour Albert au point 2, le X pour Albert au point 2, le temps pour Albert au point 1, puis le X pour Albert au point 1. Puis là, je le monte avec l'équation. Même chose pour l'autre. Donc, je dois avoir mes coordonnées que j'ai utilisées. Ça, c'est le temps de Béatrice au point 2, puis ça, c'était sa position au point 2. Puis ça, c'était le temps de Béatrice au point 1, puis ça, c'était sa position au point 1. Que j'aurais pu également montrer dans les écrivants à côté de mes deux points que j'avais identifiés tantôt. Puis à l'inverse, Albert, ben, j'aurais pu mettre que son temps A2 était là, puis son temps A1 était ici, puis son X A2 était là, puis son X A1, on l'avait déjà décaché. Donc, il aurait été possible de mettre plus d'informations, mais déjà, le strict minimum était amplement suffisant. Et si je l'ai fait de façon conventionnelle, j'aurais pu aussi processer ces équations-là, la 3 et la 4, et les ramener dans l'équation 1, ce qui est montré dans le bas de la page ici. Mais ça revient au même, ça nous donne juste des formules, des fois, si on a à faire un programme informatique qui solutionnerait tout problème identique à cela.